et bienvenue à toutes et tous. Vous êtes extrêmement nombreux. C'est vraiment très agréable de toutes vous voir parmi nous. Je suis Amélie Roy-Bergeron. Je suis la secrétaire et chargée de communication à la Société d'histoire du plateau et je vais assurer la coordination de cette conférence aujourd'hui. Donc, je vais être là tout le long pour m'assurer que tout se déroule bien. Au programme aujourd'hui, scandale sur le plateau, Eva Circé-Côté, libre penseuse et féministe 1900-1940 par André Lévesque et Danae Michaud-Mastoras. Et je céderai tout de suite la parole à Huguette Loubert, présidente de la Société d'histoire du plateau et directrice du Centre de documentation. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Société d'histoire du plateau, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. C'est une belle surprise et un encouragement à continuer. Cette conférence est la deuxième de notre programme annuel. Surveillez bien nos annonces pour accéder aux prochaines. Il y en aura en mars, avril et mai. Et les annonces sont faites sur notre site, par infolette ou sur Facebook. Les conférences sont gratuites car tout le monde est bénévole, incluant les conférenciers et conférencières, ce dont je les remercie vivement. Habituellement présentés en salle à la Bibliothèque du Plateau, nous avons été poussés, à cause des circonstances évidemment, à les présenter en ligne. Cette façon de faire exige davantage beaucoup de travail de préparation car plusieurs personnes sont impliquées. De plus, il y a des frais qui n'étaient pas prévus pour la mise en ligne. Je me permets de faire appel à votre générosité. Si vous n'êtes pas déjà membre, je vous propose de devenir membre de la Société. En échange, vous recevrez régulièrement un beau bulletin trimestriel qui est vraiment très intéressant et nous vous tiendrons aussi au courant de toutes nos activités parce qu'il n'y a pas seulement des conférences, il y a bien d'autres choses. Le formulaire est sur notre site et quelques adhésions nouvelles et les frais seraient couverts. Votre soutien nous ferait chaud au cœur et notre trésorier retrouverait le sourire. Maintenant, place à la conférence. André Lévesque, professeur d'histoire émérite de l'Université McGill, est spécialisé dans l'histoire du Québec du 20e siècle, de la gauche et des femmes. Elle est une habituée de nos conférences et elle est déjà venue nous entretenir de la vie et des écrits d'Eva Circé-Côté. Nous l'accueillons avec grand plaisir. Elle a choisi ce soir de nous parler des écrits de cette femme exceptionnelle et elle a invité Danae Michaud-Mastoras à venir nous lire des passages choisis. Danae est docteur en littérature, option études hispaniques de l'Université de Montréal et enseignante. Elle est spécialiste du théâtre d'Eva Circé-Côté. Accueillons nos deux conférencières. Mesdames, à vous la parole. Bonsoir. Ça me fait toujours plaisir de parler d'Eva Circé-Côté et je remercie la Société d'histoire du plateau Mont-Royal de m'avoir réinvitée. Ma présentation est divisée en 3 sections. D'abord, je vais faire un survol biographique. Ensuite, je vais parler des 2 scandales qui ont balayé le plateau et Montréal. Et finalement, je dois dire qu'Eva Circé-Côté a écrit sur à peu près tous les sujets. Donc, j'ai choisi le féminisme parce que c'est un sujet qu'elle a abordé nombre de fois. Eva Circé est née le 31 janvier 1871. Sa mère, Azélie Descaries, venait de Montréal et son père, Narcisse Circé, venait de Saint-Philippe de la Prairie. Le couple a eu 12 enfants, mais la mortalité infantile était très élevée au 18e siècle, en particulier à Montréal, et seulement 3 de leurs enfants, Eva, sa sœur Maria, son fils Arthur, sont arrivés à l'âge adulte, en fait. Son père est venu à Montréal pour travailler pour la compagnie de chemin de fer. Mais quand Eva était quand même encore très jeune, il a commencé à travailler pour un magasin d'habits pour hommes, dont il est par la suite devenu propriétaire. Alors, Eva a grandi donc dans la petite bourgeoisie marchande de Montréal, dans le quartier Saint-Cunégonde,
elle était dans une famille qui appréciait les arts, ou en tout cas qui valorisait l'éducation, et en particulier l'éducation des filles, parce que les deux filles sont allées chez les sœurs de Sainte-Anne au couvent de la Chine. Eva, sur ses côtés, était brillante, surtout en littérature, ce qui lui a valu 2 médailles du gouverneur général quand elle était chez les sœurs de Sainte-Anne. On connaît très peu de choses avant 1900, donc avant l'âge de 29 ans. Sinon, qu'elle était musicienne. On sait qu'elle était musicienne parce qu'elle a donné des concerts pour des sociétés de bienfaisance. Elle a fait de la peinture et certains de ses tableaux sont toujours dans la famille. Et elle était poète. Et c'est ce qui l'a lancée dans le journalisme par la suite. Alors, en 1900, elle envoie des poèmes au journal Les Débats, qui est un journal d'idées, un journal d'opinion, culturel, d'avant-garde, ce qui lui vaut les foudres de l'évêque de Montréal. Et on lui demande de collaborer régulièrement au journal. Et à partir de 1900, elle va écrire non seulement pour les débats, mais pour d'autres journaux, dont Le Passe-Temps. Et elle écrit sous des pseudonymes, comme c'est le cas pour la plupart des gens à l'époque. Hommes et femmes se servent de pseudonymes. Alors, elle écrit sous le nom de Colombine, surtout, et parfois Musette. Mais elle n'est pas vraiment dissimulée sous ces pseudonymes parce qu'on sait très bien qui elle est. Elle dit qu'elle se promène sur la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, et qu'on la reconnaît, qu'on lui dit « Bonjour, Colombine ». J'ai dit qu'elle a traité d'à peu près tous les sujets. Alors, au début, quels sont les thèmes qu'elle aborde au tout début de sa carrière de journaliste? L'éducation. L'éducation a toujours été une de ses préoccupations, ses premières préoccupations. Une éducation qu'elle veut laïque, alors qu'il y avait une commission scolaire catholique et une protestante. Une éducation qu'elle veut obligatoire, alors que les jeunes quittaient l'école après leur communion solennelle, donc autour de 12-14 ans. Et elle la veut obligatoire, j'ai dit, et gratuite. Les frais n'étaient pas très élevés, mais c'était quand même, quand on avait une famille nombreuse, ça faisait une différence. Elle traite aussi de toutes les questions sociales, questions de justice. Elle s'élève contre le double standard de moralité entre les hommes et les femmes, par exemple. Elle est souvent à la défense des enfants, enfants négligés, enfants qui travaillent comme les camelots. Elle est contre la violence envers les enfants. Par exemple, elle va être contre les punitions corporelles. Elle critique la reine d'Angleterre et la monarchie, et elle se définit très tôt comme républicaine. Elle est très francophile, et ça revient dans ses écrits aussi. Elle est contre la peine de mort. Elle dénonce la corruption. C'est une réformatrice sociale, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qui veut réformer la société au point de vue matériel, par exemple, contre la mortalité infantile, par exemple, et au point de vue moral, contre la corruption. Alors, ça donne une idée de ces articles de fond. Maintenant, à côté de ça, il y a plusieurs articles beaucoup plus légers. Par exemple, le 1er mai, c'était le jour du déménagement, bien avant le 1er juillet. Là. Et presque tous les 1er mai, au lieu de fêter la fête des travailleurs, elle va parler des déménagements et de tout ce qui arrive. À la Sainte-Catherine, elle va parler des vieilles filles. Elle a des textes lyriques plutôt conventionnels hein, sur les beaux couchers de soleil. Donc, au début de sa carrière, là, autour de 1900-1903, elle demeure traditionnelle dans son éloge de la vie rurale, par exemple. Et peu à peu, on va découvrir l'urbaine moderne. Elle écrit sur la ville, elle va écrire sur les tramways, sur les parcs, sur les rues, flâner sur le boulevard Saint-Laurent. Elle va aussi écrire sur le plaisir de se baigner par une nuit de juillet pendant la canicule dans les temps du Carré Saint-Louis.
Elle réclame aussi une bibliothèque municipale très tôt dans ses écrits. Et en 1903, elle publie son premier livre, qui est un recueil de textes, de poèmes et de ses chroniques, dans un livre qui s'appelle Bleu, blanc, rouge. Or, en 1903, la Ville de Montréal décide enfin d'avoir une bibliothèque publique ouverte à toute la population. Il y a un concours. Eva Circé présente sa candidature. Et c'est intéressant, il y a aussi Idola Saint-Jean, la féministe, qui présente aussi sa candidature. Mais c'est Eva Circé qui va être choisie parce qu'elle est connue. Elle est connue comme femme de lettres, elle est connue comme intellectuelle à son époque. Et je dois dire que dans son contrat, il est spécifié que dès que la bibliothèque va prendre de l'importance, elle sera bien sûr remplacée par un homme. Et c'est ce qui va arriver en 1909. Or, la première bibliothèque est une bibliothèque technique parce que le clergé se méfiait, l'évêque en particulier, se méfiait énormément d'une bibliothèque qui offrait des livres à la population comme ça, sans passer par l'imprimature, comme la bibliothèque Saint-Sulpice, par exemple. Pardon. Et la bibliothèque devait offrir des manuels pour les travailleurs qui voulaient s'améliorer. Il y aurait des livres sur la menuiserie, par exemple, ce qui ne correspondait pas du tout à l'idée qu'Eva Circé se faisait d'une bibliothèque. Elle voulait les classiques, les ouvrages de fiction de son époque, ça pouvait être André Gide, enfin, les auteurs de son époque. Donc, elle essayait toujours de pouvoir acheter des livres qui ne correspondaient pas à la bibliothèque technique. Donc, il y avait une source de conflit, si vous voulez, de ce côté-là. On voit donc qu'à partir de 1903, elle mène deux carrières parallèles. Elle est journaliste et elle est bibliothécaire. J'ai oublié de mentionner qu'en plus, elle a fondé son propre journal en la fin de 1902, L'Étincelle. Malheureusement, c'est un journal qui a duré quelques mois, faute de fonds, bien sûr. Elle va trouver le temps d'écrire des pièces de théâtre en plus. Je dois dire que Danaï Michaud-Mastoras a fait sa thèse de maîtrise sur la dramaturgie d'Eva Circé, sur ses côtés par la suite. Et qu'en 1903, on monte sa pièce Hymne de Lagne et de Lorigny. Et maintenant, je vais passer la parole à Danaï pour qu'elle prenne la voix d'Eva Circé Côté qui parle de sa jeunesse. Alors, je vais vous lire un extrait d'une entrevue exclusive d'Eva Circé Côté accordée au journaliste J. Fontaine du Petit Journal le 18 janvier 1931. Ça va comme suit. Je vais vous dire quand je suis née. C'était le soir du 31 janvier. On m'a raconté qu'il faisait cette nuit-là une vraie poudrerie de l'ancien temps. Bref, une tempête à ne pas mettre un chien dehors, encore moins un petit être si frêle qu'il n'avait pas la force, paraît-il, de pousser les premiers cris de rigueur. On m'a assuré ensuite qu'au moment où j'esquissais ma première grimace, un glaçon se détacha du toit et brisa un carreau. « En voilà une briseuse de vitres qui s'amène », fit le docteur en me présentant à la société. Il fut décidé qu'à cause des bancs de neige aussi hauts que la petite maison natale, je ne serais baptisée que le lendemain. Le jour suivant, le verglas a succédé au frima et l'ouragan reprit de plus belle. Pendant 8 jours, on ne vit ni ciel ni terre. J'ai attribué nombre de vicissitudes que j'ai eues dans ma vie à ce retard apporté à mon ondoiement, ce dont je ne suis pas responsable pourtant. J'ai été une petite fille sage et silencieuse. Les quelques religieuses du couvent de la Chine où je fus graduée et qui sont encore de ce monde vous le diront. J'ai conservé d'elles un souvenir attendri et reconnaissant.
Si j'obtins la médaille du gouverneur pour la littérature et quelques autres distinctions honorifiques, je le dois à cette semence ailée des mots sonores où l'idée palpite qu'elles laissèrent tomber dans les sillons de mes méninges et qui germèrent d'une manière peut-être inattendue. Mes débuts dans le journalisme datent de l'âge de 15 ans, alors que j'étais encore au pensionnat. J'écrivis mon premier article dans un journal intitulé Le Couvent, publié par l'abbé Baillarger à Joliette. Mais le jour où je me sentis pénétrée par l'esprit du journalisme, comme si une lampe de feu s'était posée sur ma tête, fut celui où une élève qui lisait les journaux m'apprit le martyre de Louis Riel. Le rebelle poète qui joua sa vie pour la liberté de ses frères me hantait. Durant 8 jours, je fus obsédée par le fantôme du héros. Je m'enthousiasmais pour cet holocauste glorieux, pour la noblesse de ce patriotisme qui méritait mieux qu'un piédestal, l'hommage de tous les cœurs bien nés. Ma mère avait pour mes articles une admiration qu'on peut lui pardonner. Elle les faisait lire volontiers par le laitier, le boulanger. Elle me répétait les louanges qu'on ne lui refusait pas, et pour cause. Les vendeuses de billets, les nonnes en tournée de quête, savaient tirer parti de son amour maternel en vantant la qualité de mes écrits. « Tiens !» s'exclamait-elle un peu mécontente de se laisser toujours prendre. « Ton beau talent littéraire m'a encore coûté 1 piastre. » Elle lisait les journaux en anglais et en français et découpait les faits divers, me tenait au courant du mouvement des idées. J'espère que ce n'est pas là une illusion, mais je la sens toujours penchée sur mon épaule, qui lit ce que j'écris. J'entends battre son grand cœur. Je la vois quand un de mes livres venait de paraître. Elle me l'arrachait des mains et courait s'enfermer dans sa chambre pour le savourer à son aise, le déguster à petites gorgées. Elle susurrait les mots, avalait, grognait de satisfaction ou de mécontentement ravi. Une autre m'aurait reproché d'écrire dans les journaux qui tiraient le diable par 500 queues et de donner une collaboration gratuite à qui poursuivait un idéal d'affranchissement de droit et de justice. Elle en était fière. Réponse au personnage anonyme signé Colombine dans l'Avenir du Nord du 10 septembre 1903. Malgré ce qu'on en dira, j'irai mon droit chemin, fidèle au programme que je me suis tracé il y a 2 ans. Lutter pour les idées généreuses et hardies, défendre les démunis parce que leur souffrance a toujours raison contre la peur, célébrer tout ce que la nature a de superbe, tout ce que l'art a de consolant, tout ce que la science donne d'espoir à l'humanité, se pencher sur les geôles pour y surprendre une injustice, veiller à l'éducation des petits, au respect dû à la femme, vouloir le repos des siens, faire de cette plume un outil de délivrance, proclamer le chant d'amour, de penser, d'admirer, de vivre, et tout cela sans bruit, sans l'expectative d'une vaine gloriole, avec l'espérance seulement d'être utile, douce et consolante au malheur. Lutter, c'est vivre. Chronique tirée de l'Aurore du 28 janvier 1938. Contrairement à certaines opinions fort respectables, je ne crois pas à la force de l'inertie. J'ai beau interroger l'histoire et la philosophie, je constate que du choc des idées jaillit la lumière, des polémiques, des discussions. Je dis avec Victor Hugo, lutter, c'est vivre. Tous les jours, le soleil reprend son combat avec les ténèbres pour imposer son rayon. Rester impassible devant l'erreur, le mensonge, l'injustice, l'exploitation des faibles, devant la mainmise d'un pouvoir orgueilleux sur les consciences, c'est pactiser avec le mal. C'est se faire complice des tyrans. Alors, en 1905,
Eva Circé épouse le docteur Pierre Salomon Côté, un médecin qui vient du bas du fleuve et qui a établi son cabinet de médecin dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, où il est connu comme le médecin des pauvres. Il forme un couple moderne aux idées avancées. Il fréquente les gens de la petite loge franc-maçonne de Montréal, là justement où on fait la promotion de la laïcité, de l'éducation, de l'émancipation des femmes et tout ça. Donc, ils ont des idées d'avant-garde. C'est un couple moderne, comme je l'ai dit. Et leurs idées même font scandale. Dans un Québec où, comme on le sait, l'Église catholique a une influence générale partout. Comme les gens de la loge franc-maçonne, Pierre Salomon n'est pas à la loge, mais c'est le milieu que le couple fréquente. Et tous leurs projets de réformer la société, tout, sont interrompus quand Pierre Salomon développe une tuberculose et décède à la fin décembre 1909. Et Pierre Salomon et Eva se définissaient comme libres penseurs. Et en tant que libres penseurs, ils demandent d'être incinérés après sa mort et d'avoir des funérailles civiles, c'est-à-dire pas de croix sur le corbillard. À l'époque, un cortège suivait toujours le corbillard, de la maison du défunt jusqu'au cimetière Côte-des-Neiges pour les catholiques et cimetière Mont-Royal pour tous les autres. Alors, c'est évident que lui se dirigeait vers le cimetière Mont-Royal, là où il y avait justement un incinérateur. Et quand ça s'est su, l'évêque de Montréal a demandé à tous les journaux de ne pas publier le nom des gens qui suivaient le cortège, qui faisaient partie du cortège, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait, on pouvait marcher des kilomètres pour se rendre au cimetière à la suite du défunt. Or, la presse de Montréal, le journal La Presse, a publié le nom de 147 personnes. Il y aurait eu entre 400 et 600 personnes qui faisaient partie de ce cortège. Alors, c'est à cause de la publication de ces noms qu'on sait que toutes les notables, pas tout, mais le député, par exemple, des conseillers municipaux, des médecins, des avocats, l'inspecteur de police, faisaient partie de ce cortège. Et c'est là que la presse de droite, la presse conservatrice et catholique s'est déchaînée. Et ça, c'est ça qui a fait scandale. Pardon. Eva Circé Côté a toujours dit que les gens n'ont jamais oublié. Et pire que ça, on a dit que c'était elle qui avait imposé ses volontés à son mari. On a même dit qu'elle avait enlevé le crucifix des mains de son mari que quelqu'un, on ne sait pas qui, aurait posé là. Donc, c'est elle qui a été blâmée plutôt que lui pour avoir eu les funérailles que lui réclamait. Ça, c'est le premier scandale. Deuxième scandale, qui s'est passé à peu près à la même époque. En novembre 1908, le journal The Standard, qui est un journal anglophone réformiste, très protestant, contre la tempérance, contre tous les excès, dénonce une diseuse de Bonaventure, une voyante de la rue Saint-Laurent. Il nomme le docteur Côté et Colombine comme des clients adeptes de séances de spiritisme. Alors, l'accusation est grave. D'abord, c'est interdit par l'Église, mais c'est aussi très ironique parce que Eva Circé avait précisément écrit contre les superstitions, contre les diseuses de Bonaventure. Elle avait même qualifié les cartomanciennes. La cartomancie est une fumisterie dangereuse, indigne de gens sérieux.
Alors, on voit qu'elle et son mari, qui va décéder l'année suivante, sont atteints dans leur réputation. Alors, avec l'aide d'un ami de la famille, Gonzalo Desaulniers, avocat, elle va poursuivre le propriétaire du journal au civil pour 5 000 $. Alors, on voit ça, c'est à la Cour supérieure. Le procès va durer 3 ans. Pierre Salomon-Côté va avoir le temps de mourir, puis ça va se poursuivre par la suite. Finalement, au bout de 3 ans, le juge va donner raison à ce qu'il appelle après la veuve Côté. L'article est diffamatoire, dit le juge, mais la veuve Côté n'obtiendra que 200 $ et non 5 000 parce qu'on ne peut pas prouver que l'article lui a causé du tort. Alors, quels sont les torts que l'article lui a causés? J'ouvre une parenthèse pour dire qu'Eva Circé-Côté avait mis ses idées en pratique et elle avait fondé, avec sa collègue Gaëtane de Montreuil, journaliste aussi, un lycée pour jeunes filles. Et elle en était la directrice, ça c'était en 1908. Et le lycée a duré 2 ans, mais elle a démissionné à cause de ce procès en disant quel parent voudrait confier sa fille à un collège où justement la directrice est accusée d'avoir consulté des voyantes ou une voyante. Et aussi, elle a perdu son poste à la Bibliothèque de Montréal, temporairement. Mais quand elle est revenue, elle avait un salaire de beaucoup inférieur et ça a pris 2 ans pour qu'elle rattrape le salaire qu'elle avait quand elle a perdu son poste. Elle a attribué à ces 2 scandales le fait qu'elle ait été ostracisée pour le restant, pendant des années. Après ça, elle n'écrira plus jamais sous les pseudonymes de Colombine et Musette. Elle va adopter plusieurs autres pseudonymes. Alors, vous pouvez demander, mais où va-t-elle écrire? Tout de suite après le décès de son mari, un ami de la famille qui était à la loge franc-maçonne, Godefroy Langlois, fonde son propre journal, Le Pays. Il va tout de suite demander à Eva Circé-Côté de collaborer. Et elle va collaborer au Pays pendant les 10 années où le journal va sortir, c'est-à-dire de 1910 à 1920. Et quelques années plus tard, en 1916, un autre ami de la famille, Gustave Franck, syndicaliste, va fonder Le Monde ouvrier, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est le journal de la FTQ. Mais toujours est-il que Le Monde ouvrier, à l'époque, journal syndical, il va chercher Eva Circé-Côté, il lui demande de collaborer, elle va le faire, et là, elle va adopter le pseudonyme de Julien Saint-Michel, qui est le nom de son grand-père. Elle va adopter plusieurs autres pseudonymes, Jean Barre, Fantasio, qui est assez androgyne, si vous voulez, mais Paul Bédard, Arthur Maheu, Jean Né. Alors, elle se dissimule derrière des pseudonymes masculins. Elle n'a jamais écrit sur une page féminine d'un journal. Elle se prononce sur tous les sujets politiques, économiques, et c'est en se dissimulant sous ces pseudonymes qu'elle poursuit sa carrière de journaliste. Une lettre de Madame Côté adressée au Devoir du 26 janvier 1910. Nous recevons de Madame Côté la lettre suivante. Le même sentiment de droiture qui m'a fait respecter les dernières volontés de mon mari, quelles qu'elles fussent, me donne à déclarer fausses les déclarations du docteur Gadebois, dont je m'étonne que le Devoir se soit fait l'écho. Premièrement, je regrette de l'avouer, mais mon mari n'était pas franc-maçon, bien qu'après la lecture des règlements maçonniques que vous avez eu l'imprudence de publier, j'eusse été honorée de le compter parmi les membres de cette respectable confrérie. Je dirais, parodiant l'Académie française, il manquait à sa gloire, elle manquait à la sienne.
Deuxièmement, M. Langlois n'est pas venu voir le docteur Côté durant sa maladie, ni aucun de ses amis. Je n'ai jamais reçu un sou de M. Langlois, sauf le traitement qu'on lui a généreusement servi durant les dernières semaines de sa maladie. Quant aux funérailles, ceci m'est pénible à dire, mais c'est une cousine à moi, presque une sœur, qui les a payées. Je m'aliénerais son amitié en vous dévoilant son nom. Monsieur Vandelac vous le dira. Cette aumône, je n'en rougis pas. Notre pauvreté est plus honorable que certaines richesses acquises quand elles résultent de l'indépendance de caractère et de la dignité qui s'est refusée à ramper pour grimper aux honneurs. C'est le bien de l'Évangile que ni les vers ni la rouille ne peuvent altérer. C'est un héritage dont ma fille sera fière comme je le suis quand elle en comprendra le prix. Troisièmement, vous admettez facilement votre erreur en voyant comme j'ai été protégée, entre guillemets, par les maçons, quand vous penserez que la fondatrice de la bibliothèque municipale, qui avait 6 années de bons et loyaux services, selon le témoignage du président de la commission de l'hôtel de ville, a vu son traitement baisser de 600 à 300 $ et qu'on lui a voté cette année un bonus de 50 $, ce qui lui donne aujourd'hui 29,16 $ par mois. Comme contraste à l'ombre accumulée sur nous par le mensonge, les vilainies de toutes sortes, les complots ourdis autour d'un mourant pour lui cambrioler son âme, j'oppose la vénérable figure du curé Auclair de Saint-Jean-Baptiste. Ce prêtre, d'un mot, pouvait ravaler d'un homme de bien au rang d'un de ces fanfarons qui parlent pour la galerie, prêts à rentrer dans leur coquille au premier frisson de la peur, selon la pochade d'Asselin. Au four, les gars, il ne l'a pas voulu. Que toutes les âmes éprises du beau lui fassent leur salut. Sa morale toute simple, qui n'est pas échafaudée sur des pointes d'aiguille, a échappé aux subtilités scolastiques pour s'affirmer dans sa lumineuse franchise. Il n'est pas toujours facile de choisir entre sa conscience et la gloire de Dieu. Ce lui sera un grand mérite aux yeux de tous, même de ceux qui ne partagent pas ses idées, d'avoir été avant tout un honnête homme. En ce temps de dépression morale, c'est un enseignement bon à recueillir. Eva Circé-Côté. Note de la rédaction. On comprendra que nous ajoutions peu de choses à la lettre de Madame Côté. Sur la question de fait, tout le débat est entre elle et Monsieur Gadebois. Nous avons simplement donné un compte-rendu de réunion publique sans formuler les moindres commentaires. Il peut être intéressant de souligner ces paroles de Madame Côté. Je regrette de l'avouer, mais mon mari n'était pas franc-maçon. Elles expliquent du reste une partie de sa lettre. 14 ans plus tard, le 17 septembre 1924, Eva Circé-Côté écrira à son ami poète Marcel Dugas « Quand je me suis mariée, il n'y a pas de noirceur qu'on ait inventée contre mon mari et moi. Il avait tous les vices et moi de même. Nous nous en moquions bien, allez. Je sens bien que nous nous en aimions davantage. » Et voici un autre extrait d'une lettre adressée à Marcel Dugas, datée du 14 juillet 1924. Je viens de recevoir votre lettre où vous me dites que je semble souffrir de ne pas croire et vous me prescrivez charitablement, pour adoucir mes maux, de me jeter dans le sein de Dieu. J'ai en arrière de moi 3 générations d'incroyants qui me défendent l'entrée du jardin des hallucinations. Je ne pourrai jamais flirter avec le serpent ni manger le fruit de la science du bien et du mal. Vous me dites « croyez », comme si j'avais ce don que vous tenez des lévites de votre famille, de se faire des dieux à volonté. Vous ne m'avez pas comprise. Ce n'est pas de ne pas croire que je souffre, mais de la foi des autres. J'ai été persécutée au nom du sentiment religieux. La plus aiguë de mes souffrances,
Ce cri qui jaillit spontanément des poitrines, mon Dieu, n'a jamais passé mes lèvres. Du plus profond de l'abîme, j'ai crié vers mon mari qui du moins vit encore en moi, et il m'a semblé que je n'avais pas crié dans le vide. Plus d'une fois, j'ai senti sa présence m'envelopper et sa voix résonner à mon oreille. Mais je ne suis pas sûre si je n'ai pas vêtu de mes fluides un souvenir qui m'est cher. J'avoue me sentir plus attirée par cette ombre qui plane sur moi que vers Dieu, qui ne me dit rien, que je ne peux prier ni aimer. De là à le nier, il y a loin. Je suis persuadée au contraire que nous ne sommes pas le jouet de forces hostiles ou inconscientes, qu'il y a une justice immanente des choses, un principe intelligent, bon, peut-être dans les lois qui régissent la nature. Je crois à l'éternité de la matière et de notre monde, ce qui m'empêche de me faire cette stupide question, qui l'a créé? Sans y croire, j'espère que notre pensée survit et qu'en se débarrassant de ce qui l'alourdit et l'avilit, elle devient lumineuse et participe à la nature des astres. Voilà tout mon credo. Cependant, j'ai aimé les études religieuses. Le hasard, mon Dieu à moi, est un malin. Il a raison des intrigues des méchants. Il fait tourner contre eux-mêmes les flèches qu'il dirige contre moi. Il me laisse choir au fond de l'abîme pour le plaisir de m'en retirer. Je ne suis qu'une faible femme, sans protection, sans influence, et j'ai tenu en échec des puissances formidables. Je vous mets sous sa garde. Il y avait déjà 2 ans que je n'écrivais plus dans le pays. Mon ardeur combative s'était apaisée. Je n'avais pas pardonné à mes ennemis qui ont fait mourir mon mari et bavaient sur son cercueil, mais je les avais oubliés. C'était mal tout de même d'avoir désarmé après le mal qu'ils avaient fait à mon mari. Mais le temps exerce son action sur les rancunes comme sur les sentiments. Mais voilà que tout d'un coup, il se manifeste brutalement à mon souvenir, ce rapport d'un abbé contre moi et ses sourdes menées pour me faire perdre ma position sans aucune raison réveillent le passé. C'est mon mari sans doute qui a permis que je me sois rendue au sentiment de la réalité. Je dormais quand cette haine ecclésiastique veillait. Je fignolais des billets du matin, je m'amusais à enfiler des mots brillants comme des perles, qu'ensourdissaient des complots contre le principe que je représente. Alors mon sang n'a fait qu'un tour, et malgré tous mes efforts pour mater la colère qui grondait en moi, je la sentais sourdre de ma plume. Je ne pouvais plus garder mon impassibilité. J'étais débordée par tout le passé qui me remontait au cœur. Moi qui les avais combattus sans les haïr, je m'étonnais de cette vengeance qui éclatait sans motif, alors que j'étais déjà entrée dans le calme de mon éternité. Mais il était écrit qu'un être pacifique comme moi bataillerait jusqu'à la fin. Destin ironique et méchant qui s'amuse à contrecarrer nos goûts et nos tendances pour que sa volonté s'accomplisse. Je suis une variété de ces êtres qui ne s'appartiennent pas. Le juif errant ne pouvait s'arrêter à cueillir une fleur, à caresser un enfant, à sourire à une femme sans entendre l'appel impérieux de la route. Marche! À peine ai-je goûté au repos que je désire depuis toujours, qu'on vient m'arracher à ma quiétude pour me forcer à guerroyer. Quelqu'un a dit à Roger Maillet: « Vous avez tort de laisser Madame Côté écrire dans votre journal. C'est une révolutionnaire. » Alors, révolutionnaire, oui, elle était dans ses idées et aussi dans ses idées féministes. Or, son féminisme entre 1900 et 1940 est en constante évolution. En 1900, elle décrit les rapports hommes-femmes, mais de façon très conventionnelle. Elle répète les clichés, les petites filles aiment mieux les poupées.
Donc, les femmes doivent plaire à leur mari. Quand elle écrit sur l'éducation, c'est toujours pour être à la hauteur de son mari, pour pouvoir discuter avec lui. Alors, on est encore loin de l'autonomie quand même. C'est en 1901 qu'elle publie ce qu'on pourrait qualifier de son premier article féministe où elle plaide pour une femme évoluée, mais toujours en fonction d'un homme. Elle écrit à l'homme moderne, il faut une femme pensante. De plus en plus, elle va écrire sur l'égalité des sexes, sur l'importance pour les femmes de s'instruire, de ne pas se confiner au foyer. Et dans son propre journal L'Étincelle, elle va publier le texte d'une conférence, l'étude sur les causes de l'infériorité de la femme. Et la principale cause, ce sera une éducation déficiente. Elle croit au progrès, hein, c'est une progressiste, et le progrès passe par l'éducation. Et aussi, l'égalité des femmes et des hommes est un signe de progrès de l'humanité. Alors, l'éducation étant si importante, ses premiers articles sur les femmes vont porter là-dessus. Non seulement elle propose que les filles aillent à l'école plus longtemps, mais elle veut une réforme du curriculum pour que les filles soient aussi préparées que les garçons à obtenir un emploi. Et c'est pour ça qu'elle met ses idées, comme je l'ai dit plus tôt, en pratique dans le lycée de jeunes filles qu'elle a fondé avec Gaëtane de Montreuil. Et là, quand on regarde les matières au programme, on voit qu'il y a autant de littérature, de danse, que de sténographie, comptabilité, des sciences, bien sûr, mathématiques, et ce qui pour elle est un programme équilibré. Le travail des femmes est un sujet sur lequel elle a aussi beaucoup écrit. Et bien sûr, en particulier dans Le Monde ouvrier, qui est un journal syndical. Elle va écrire de plus en plus sur le travail pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'on sait que plusieurs hommes étant partis à la guerre, les femmes ont été sollicitées pour travailler dans les usines de munitions ou enfin dans d'autres domaines aussi, où elles prenaient souvent le travail que les hommes faisaient auparavant. Et Eva Circé-Cotté est elle-même une femme mariée, veuve, mais qui travaille et qui a un enfant. Et même par la suite, elle va s'occuper de sa mère. Et elle subit une discrimination salariale. Elle en a seulement parlé dans la lettre au devoir que Danaé a lue, mais à part ça, elle ne parle jamais de sa situation personnelle. Elle va dénoncer l'exploitation du travail des femmes en particulier, par exemple les commis de magasin, elle a même écrit commise de magasin un jour, les enfants qui travaillent aussi, mais prenez les couturières, elle va dire pourquoi les femmes vont payer plus un tailleur qu'une couturière. Donc, elle est pour l'égalité salariale très, très tôt, alors qu'on en parle très peu à l'époque. Et même le droit de travailler des femmes n'était pas nécessairement acquis. Pendant la dépression économique, il y a eu un projet de loi en 1932 pour interdire le travail aux femmes mariées et aux femmes qui ne pouvaient pas prouver qu'elles en avaient vraiment besoin. Alors, ça donnait l'occasion à Eva Circé-Cotté, sous des pseudonymes bien sûr et des pseudonymes masculins, de se porter à la défense du droit des femmes de travailler comme un droit acquis qu'elles devraient avoir, quelle que soit la situation économique. Elle en est venue ensuite, et ça aussi, il y a eu une évolution, à défendre le droit des femmes dans les professions libérales. Alors, avant la Première Guerre, elle a plein de réticences. Les femmes feraient peut-être de meilleures infirmières que de bons médecins, par exemple. Et puis, avocate, d'ailleurs, elle n'aime pas les avocats. Alors, pourquoi est-ce que les femmes deviendraient avocates? Mais elle va changer
Et dans les années 20, dans les années 30, elle va écrire plusieurs fois sur le droit des femmes d'être admises au barreau ou de pratiquer comme médecin. Elle s'est prononcée aussi sur les droits civiques et les droits politiques. Alors ça veut dire le Code civil au Québec. Au Québec, on le sait, il y a le Code civil qui confirmait l'infériorité des femmes mariées. C'est-à-dire qu'au mariage, une femme demeurait soumise à son mari, lui devait obéissance, et c'est lui qui gérait l'argent du ménage, bien sûr, mais il avait même droit à son salaire, à la propriété de sa femme qu'il devait gérer. Alors, elle dénonce ça comme un retour au servage, une forme d'esclavage, etc. Par exemple, elle va servir, comme dans plusieurs chroniques, de faits divers, d'anecdotes pour ensuite écrire sur le sujet. Alors, en 1914, après la déclaration de la guerre, il y a un homme qui se présente à l'usine de munitions où sa femme travaillait pour réclamer son salaire parce que ça lui appartient en tant que mari. Et là, ça va donner l'occasion, encore une fois, à Eva sur ses côtés, de dénoncer ce genre d'injustice. Vous voyez? Et pour elle, donc, la réforme du Code civil est une question de justice, c'est une question de démocratie. Et elle va toujours revenir à l'égalité des femmes et des hommes. Alors, la grande inégalité, à part l'inégalité économique et civique, c'était l'inégalité politique, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas voter. Encore une fois, sa position sur le sujet a évolué. Quand elle est venue à appuyer le vote des femmes pendant la Première Guerre mondiale, on en parlait beaucoup. Et en 1919, les femmes ont obtenu le droit de voter à Ottawa, au gouvernement fédéral, c'est-à-dire d'élire des députés fédéraux. Mais pas dans les provinces et pas au Québec. On sait qu'au Québec, ce n'est pas arrivé avant 1940. Et elle a tout de suite montré l'absurdité de cet état de choses, que les femmes puissent voter à Ottawa, mais ne puissent pas voter au provincial. Et alors que toutes les femmes, sauf les Autochtones, bien sûr, et sauf les Asiatiques, pouvaient voter à Ottawa. Plusieurs personnes au Québec, le clergé en général, bien des nationalistes catholiques, tous les conservateurs étaient contre le droit de vote. Et Henri Bourassa écrit dans son journal Le Devoir, en 1918, une série d'articles contre le vote féminin, contre le divorce, enfin sur la place de la femme dans la société. Et par exemple, que les femmes seront moins féminines, vont devenir comme des hommes si elles votent une fois par 3-4 ans. Et Eva sur ses côtés va en profiter pour réfuter chacun de ces arguments, toujours sous le nom d'un homme. Julien Saint-Michel, par exemple. Non, les femmes ne cesseront pas d'avoir des enfants parce qu'elles vont voter, qui est un des arguments tout à fait. Puis, un autre argument de Bourassa, c'est que les femmes vont voter comme leur mari. Ou si elles ont une dispute avec leur mari, elles vont annuler son vote. Alors, Eva sur ses côtés va arriver et puis va dire, ben non, les femmes sont capables de penser par elles-mêmes, elles vont voter selon leurs convictions. On a dit aussi que les femmes étaient trop ignorantes pour voter. Alors là, elle a eu du plaisir à montrer comment des élus à Québec, à l'Assemblée législative, étaient aussi très ignorants et beaucoup plus ignorants que beaucoup de femmes. C'est dans ses chroniques qu'elle livre son combat. C'était pas d'abord, elle n'avait pas le temps. Je peux dire, c'était pas le genre pour aller trop sur la place publique, mais elle travaille à la bibliothèque municipale le jour. Elle est journaliste, elle écrit le soir et la nuit, elle s'occupe de sa fille, elle s'occupe de sa mère. Mais chaque année, à partir de 1927, il y avait un projet de loi à Québec pour accorder le vote aux femmes. C'était toujours l'opposition, évidemment, qui présentait un projet de loi. Et chaque fois, elle a écrit une chronique à l'occasion.
mais aussi avec des délégations de féministes avec Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, qui se déplaçaient pour aller à Québec lors de chacun des votes. Et Eva Circé-Côté n'a jamais fait partie de la délégation, mais elle a écrit sur elle. Donc, elle les appuyait dans le monde ouvrier, dans le pays, qui étaient les principaux journaux où elle écrivait à cette période-là. Et je termine sur le suffrage, mais Danae a des textes intéressants à lire là-dessus. Alors, je vais vous lire « Notre société se transforme », une chronique signée Julien Saint-Michel dans Le Monde ouvrier du 12 janvier 1929. Le succès, si dangereux pour les personnes, ne l'est pas moins pour les mots. Dès qu'un terme commence à avoir de la vogue, chacun s'en empare. On le dénature ou altère l'idée qu'il avait servi à exprimer. Il y a encore des mots qui font peur. C'est ainsi que le féminisme a le don de mettre tous les gens en émoi. Il y a bien des hommes qui ne seraient pas fâchés de voir le beau sexe en possession des droits qu'ils réclament. Mais si on leur demande à brûle-pourpoint « Êtes-vous féministe ?» Ils se récusent, protestent de leurs bonnes intentions. Le mot semble chargé de dynamite et d'un maniement dangereux. Dès qu'une femme fait ouvertement profession d'être féministe, elle devient suspecte. Dès qu'elle ouvre la bouche, les gens se hérissent, se cantonnent dans leur résistance opiniâtre avant de savoir ce qu'elle va dire. Elle est l'ennemie. On ne veut pas discuter, certain d'avance qu'elle va exiger des choses impossibles. C'est malheureux qu'on soit ainsi l'esclave du préjugé et qu'on ne fasse pas abstraction de la personne pour juger de la justice de sa cause. Il en était ainsi autrefois des femmes écrivains. Toutes celles qui tenaient une plume devaient être laides, vieilles, grotesques et disgracieuses. Longtemps, on fut persuadé que leur mari était le plus malheureux des hommes, qu'il portait des chaussettes percées, qu'il était maltraité et qu'on lui servait comme entremets une chronique, un sonnet, une short story au lieu du shortcake, qu'il n'avait pas le droit d'élever la voix quand sa moitié pérorait. On sait aujourd'hui qu'on peut écrire et savoir tricoter, jouer du piano et tourner la manivelle de l'essoreuse, brosser une toile et récurer le plancher. Les artistes ne sont plus les gens désemparés de jadis. Ils ont plus de cordes à leur arc. Je connais des poètes qui spéculent à la bourse et des conférencières qui garnissent des chapeaux. Ce que nous attendons des féministes, c'est qu'elles nous tracent un programme pour l'éducation des filles qui est loin de s'adapter aux besoins de l'heure. Je n'ai pas à condamner au nom des idées qui prévalent aujourd'hui la manière dont on élevait jadis les demoiselles. Une éducation se juge par ses fruits. Celle d'autrefois, sujette à critique aujourd'hui, a donné d'excellents résultats. Les femmes qui l'avaient reçue ne manquaient ni d'esprit, ni de grâce, ni de courage. Nous aurions tort de désavouer la tendresse dont nos aïeuls ont entouré notre berceau, des femmes fortes, vertueuses, travailleuses. Mais autre temps, autre mœurs, notre société se transforme. De ces changements rapides, de ces bouleversements, un monde nouveau sortira. Dans ce monde en formation, le rôle de la femme n'est plus celui de la bonne couveuse d'autrefois. La très haute et très noble ambition des féministes doit être de former par des méthodes différentes de celles de nos grands-mères. Il y a des vertus comme des toilettes démodées. La timidité doit faire place à la décision, à l'assurance. La candeur et l'ingénuité sont devenues un peu bébêtes. Il faut la connaissance de la vie. L'humilité n'est plus de mise quand ceux avec qui nous vivons se font mousser, se vantent de talents qu'ils n'ont pas. Autrefois, dans les couvents, quand une élève qui avait vu passer une ombre dans la fenêtre s'écriait « Un homme !»
Toutes les élèves terrifiées lui répondaient par un hurlement de bête traquée par un loup et se sauvaient prises de panique. Ce serait ridicule d'avoir peur des hommes devenus les compagnons de chaîne des femmes. Les craindre, ce serait les inviter à les tyranniser. Pour se mesurer avec eux, il faut avoir leur force. Le cerveau doit aussi posséder la même virilité. Déjà, on commence à inculquer un système d'éducation féminine calqué sur celui de l'éducation masculine. Il vise à faire de la femme un être indépendant et je n'ai pas à discuter de sa valeur. L'avenir se chargera de renverser l'ordre nouveau des choses s'il est une entrave à l'évolution. Mais il faut s'adapter à son époque, ne pas rester stationnaire et partant arriéré quand les autres ont marché. Jadis, la jeunesse marchait au son de la cloche comme dans les régiments on marche au roulement du tambour. Dans les écoles, tout était réglé, discipliné, impersonnel et anonyme. L'autorité aujourd'hui doit être raisonnable et s'imposer par son savoir. Y a-t-il encore des écoles où, pour punition de fautes illusoires, on reste en pénitence à genoux des heures durant à écrire des milliers de fois « Je suis un désobéissant et un mauvais écolier » ? Tous les efforts tendaient à réagir contre l'instinct plutôt qu'à bien le diriger. Les jeunes filles sortaient des pensionnats précieuses, coquettes, maniérées, visionnaires, romanesques, avec des curiosités déréglées. Une mère mécontente du bulletin scolaire de sa fille, à qui l'on avait donné de mauvaises notes, se rendit à l'école s'enquérir des faits. « Mais enfin, qu'a-t-elle fait pour mériter d'être ainsi classée avec les plus mauvais élèves? » « Elle a raisonné, madame, » fit la supérieure avec un air scandalisé, comme si elle avait commis une vilaine action. Mais une jeune fille qui raisonne, c'est la jeune fille idéale, celle qu'il nous faut, parce qu'il faut s'adapter à notre système social. Bon, je m'excuse. Alors, quand Eva Circé-Côté décède le 7 mai 1949, à l'âge de 78 ans, un petit entrefilet dans le devoir rappelle qu'elle a été la première bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Montréal, qu'elle était la première vice-présidente de la Société des auteurs canadiens, qu'elle a poursuivi une carrière de journaliste et qu'elle a été lauréate de 3 concours d'art dramatique. Point. Et silence pendant des décennies. Occultée, oubliée, disparue. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dissimulée sous des pseudonymes, mais à la fin de sa vie, elle écrivait quand même sous son nom. Parce qu'un certain sexisme néglige d'inclure les femmes dans la vie intellectuelle. Aussi peut-être parce que ces idées ne correspondaient pas à l'idée du Québec qu'on perpétuait pendant des décennies. Le Québec de la grande noirceur où tout était homogène, alors qu'Eva Circé-Côté est vraiment une précurseur de la Révolution tranquille. Ses écrits sont toujours pertinents. Il y a toujours du sexisme dans notre société, il y a toujours une inégalité économique des femmes, violence contre les femmes, intolérance envers les autres. J'aimerais revenir au plateau. Je vois le plateau, pendant son époque, les années 10, 20, 30, comme un nid de féminisme. Autour du carré Saint-Louis, où elle habitait, il y avait Alphonsine Nantel de l'autre côté du carré. Enfin, il y en avait d'autres. Sur la rue Chérier, il y avait Idola Saint-Jean, Mariana Jaudoin, qui était la première sénatrice du Québec à Ottawa. Enfin, je trouve que Eva Circé-Côté a bien sa place sur le plateau. Merci.
Pouvez-vous nous élaborer sur l'évolution de la pensée féministe de Eva Circé-Côté? Au départ, elle ne semblait pas épouser cette lutte telle qu'elle était menée en Europe et aux États-Unis. Je vais dire deux mots parce que j'en ai parlé probablement. Elle a peut-être écrit sa question avant que j'aborde la question. Comme j'ai dit, ça a été en évolution. Au début, elle ne se définit, au début, je veux dire en 1900, elle ne se définit pas comme féministe ni rien. Mais avec les rapports avec les États-Unis et avec l'Europe, Emmeline Pankhurst est venue au Québec, comme elle est allée au Canada aussi. Et elle représentait les suffragettes, pas les suffragistes, mais les suffragettes radicales britanniques. Et on l'a ridiculisée, et Eva Circé-Côté, sans la ridiculisait les suffragettes à cette époque-là, parce que nous, bon, on ne tombe pas dans la violence, etc. Par la suite, quand la Grande-Bretagne élit les premières femmes députées, là, elle a changé et elle va vraiment les féliciter, les montrer comme modèle, etc. Pour la France, ça va prendre du temps avant qu'elle se réfère aux féministes françaises, mais elle va le faire. Elle va parler de Séverine, elle va parler d'autres avant elle, mais après la Première Guerre. Plusieurs personnes se demandent, en fait, les écrits de Eva Circé-Côté, est-ce qu'ils sont reliés à quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut avoir accès à tous les textes, par exemple, que Danae, tu as lus au courant de la présentation? Bon, ça a été un travail de bénédictin parce que tous les textes viennent de ses chroniques. Alors, j'ai la liste de ses chroniques. J'en ai sélectionné une soixantaine il y a quelques années, ben déjà ça fait plusieurs années, une dizaine d'années, grâce à mes éditrices aux éditions du Remue-Ménage. On a publié une soixantaine de chroniques sur 1300, je pense, sur plus que 1000. Puis il y en a peut-être qui m'ont échappé hein, parce qu'elle a probablement adopté d'autres pseudonymes dans d'autres journaux, mais je ne les avais pas. Alors, c'est à peu près impossible. Il n'y a aucun écrit personnel, sauf peut-être l'entrevue que Danae a lue, puis une couple d'entrevues dans les journaux, mais elle n'a pas laissé de journaux. J'ai un total j'ai repéré 8 lettres, je pense, ou 10 maximum. Donc, ses écrits, ce sont ses chroniques, ses pièces de théâtre que Danae a étudiées. Une seule, malheureusement. On n'en a trouvé qu'une seule, oui. Il ne nous reste que des critiques dans les journaux de ces pièces, comme traces. Mais heureusement, on a Maisonneuve, qu'il faudrait exploiter, un de ces quatre. Oui, on devrait publier et mettre en scène. Ça va être le 100e anniversaire de sa mise en scène le 3 avril. Oui. Et les lettres, on peut les trouver, par contre, les lettres à Marcel Dugas, on peut les trouver dans un article à toi, André, non? Où j'ai écrit un article, mais j'ai pas retranscrites, les lettres. Pas dans les lettres se trouvent aux archives de la Naudière, en fait. Oui. Je les ai copiées. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle a écrit, est-ce qu'Eva Circé-Côté a écrit sur la violence faite aux femmes? Très peu, mais oui, il y a quelques écrits là, de mémoire où elle s'en prend aux hommes qui tabassent leurs femmes, surtout quand ils sont ivres. Bon, mais ça n'a pas été un sujet qui a été beaucoup traité. Mais elle ne l'a pas ignoré complètement, là, mais ça n'a pas été le sujet d'une chronique, par exemple, en soi. Mais elle souligne le harcèlement que vivaient des ouvrières hein, dans les usines. Oui, quand harcèlement même, sexuel, oui. Et aussi des commis de magasin aussi. Mm-hmm. Oui. Et les secrétaires dans le bureau avec leur patron. Oui. Donc, il y a plusieurs fois de harcèlement sexuel, oui. Et parlant des ouvrières, est-ce qu'elle a encouragé la syndicalisation des femmes? Je ne crois pas. Elle écrivait dans un journal syndical, mais elle ne représentait pas la voix du syndicalisme, si vous voulez. C'est ma réponse courte, là. Parfait.
Dans le même ordre d'idée, en fait, est-ce qu'elle aurait écrit dans une autre langue que le français, car justement, Le Monde ouvrier était bilingue pendant les premières décennies de sa publication? Non, elle a écrit en français dans Le Monde ouvrier, qui est un journal bilingue, vous avez raison, oui. Et à la fin de sa vie, elle écrivait dans un journal protestant. Mais c'était l'Aurore, c'est le plus ancien journal protestant francophone au Québec, qui date de la fin du 19e. Hein, et elle écrit dans les années 38, 1938, 39, 40 pour l'Aurore, mais en français. C'est un journal francophone protestant. Ouais. Puisque vous parlez de Madame Circé Côté comme d'une précurseur de la Révolution tranquille, que sait-on de ses rapports avec, par exemple, Lionel Groulx ou encore Duplessis? Oh là là! Je dois vous dire qu'il y a une... Je commence par une anecdote, puis je vais répondre à la question. Il y a une rue Eva Circé Côté à Montréal, à Rivière-des-Prairies. J'ai aucune idée pourquoi ça se trouve à Rivière-des-Prairies. Peut-être parce que son père venait de la prairie, puis le fonctionnaire n'a pas vu la différence. Mais toujours est-il que j'ai une photo et c'est à l'intersection de la rue Maurice Duplessis. Et les deux doivent se retourner dans leur tombe en ce moment. Parce qu'elle s'en est pris à Lionel Groulx dans l'Aurore précisément, à la fin des années 30. Non, ça ne marchait vraiment pas. Elle a dénoncé les jeunes Canada, les jeunes nationalistes. Je dois dire qu'elle ne s'est jamais qualifiée de nationaliste. Elle était une patriote. Pourquoi? Parce que les nationalistes au Québec à l'époque étaient justement les émules de Lionel Groulx, c'était des catholiques de droite, c'était un nationalisme clérical, elle n'avait rien en commun avec ça, alors qu'elle était, par exemple, patriote, et la personne à laquelle elle se référait constamment, c'était Louis-Joseph Papineau. Alors, quand on sait ce que Lionel Groulx a dit des rébellions de 37, c'est évident qu'elle était à couteau tiré avec Groulx. Mais maintenant, je n'ai lu aucun article de Groulx contre Eva Circé Côté. Mais elle, par exemple, oui, ça vaut la peine. C'est numérisé, vous pouvez aller voir l'Aurore. Ouais. Et c'est disponible sur le site de BANQ? D'habitude, oui. Il y a de plus en plus de choses de numériser. Là, vraiment, c'est un plaisir de faire de la recherche à la maison pendant le confinement. J'ai une question sur, c'est sur l'enfance, en fait. Peut-être que vous ne saurez pas y répondre. Pendant combien d'années a-t-elle habité la paroisse Sainte-Cunégonde et est-ce qu'on sait à quelle école primaire elle est allée? Oups! Ça fait... Danaï, non, tu ne sais pas toi non. Mais je peux vous dire que ses parents ont déménagé sur la rue Sherbrooke et qu'elle a habité avec ses parents avant de se marier. Mais là, elle a presque 30 ans, vous voyez, elle se marie, elle a 29 ans. Donc, on dit qu'elle a passé toute son enfance, peut-être jusqu'à l'âge de 18 ans. Ben, à 18 ans, elle est encore au couvent de la Chine, elle termine à 18 ans. Donc, jusque-là, je sais qu'elle habitait sur la rue Bonaventure, donc la rue Notre-Dame, la rue Saint-Jacques, dans ce coin-là, Saint-Cunégonde, oui. Super. Et n'a-t-elle pas, parlant de Papineau tantôt, est-ce qu'elle n'a pas écrit un livre sur Papineau, justement? Absolument. Et ça s'appelle Essai de psychologie historique. Oui, ma chère, c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas une biographie de Papineau. C'est une histoire sociale et culturelle de son époque. Et c'est vraiment, ça vaut la peine de le relire. Ça a été republié aux éditions Luxe il y a quelques années. Et donc, c'est Papineau, c'est son idole. Bon, mais c'est aussi, elle a un chapitre sur le protestantisme au Québec, francophone. Elle a un chapitre sur les femmes au Québec. À l'époque, c'est toujours à l'époque de Papineau. Donc, oui, on peut se le procurer. Et elle parle des Autochtones aussi beaucoup ah, oui, dans oui, son beaucoup. Papineau. Exactement, dans Papineau, comme dans Maisonneuve, mais dans Papineau, oui. Oui, c'était justement une question. Est-ce si elle avait davantage écrit sur Louis Riel et ou sur la condition des premiers peuples d'ici? Des premiers, pardon? Premiers peuples. Ah oui, bon, mais justement, on enchaîne. Hein? Elle a commencé dans des chroniques. Très tôt, 1902-1903, elle fait un reportage à Kanawagé.
Et elle est toujours très favorable aux Autochtones. Elle rencontre le chef qui parle toujours sa langue. Et elle va écrire aussi une légende autochtone. Enfin, elle a quelques chroniques sur les Autochtones. Mais c'est dans sa pièce, j'aimerais que Danaï puisse en parler de la représentation des Autochtones dans sa pièce Maisonneuve. Es-tu prête à le faire, La Danaï? représentation des Autochtones. En fait, moi, c'est plutôt la transformation de Maisonneuve Oui, au mais contact des Autochtones qui m'ont intéressée. Ouais. Oui, parce que dans d'autres pièces des théâtres, bon, c'était pas la première pièce qui portait sur Maisonneuve. Les deux autres, bon, on le présentait comme un héros chrétien, mais elle va vraiment, bon, d'abord, oui, il va venir pour christianiser en même temps les Iroquois, mais au contact des Autochtones, sa pensée va évoluer et il va en venir à perdre sa foi. Là. Alors, elle va... elle change complètement. C'est une autre version de l'histoire, mais en même temps, qui est un reflet de ses idées. Hein. Ce qu'elle voulait, dans le fond, c'est qu'on abandonne un peu les traditions catholiques hein, pour évoluer intellectuellement en tant que peuple. Ouais. Et c'est tout ce que les Européens, les Français, comme Maisonneuve, peuvent gagner des valeurs autochtones aussi. Et c'est là qu'on l'a critiqué dans la presse. Hein? C'est le relativisme entre les valeurs européennes qu'on croyait toujours supérieures et les valeurs des gens d'ici, en fait, des Autochtones qu'ils rencontrent. Et là, on voit que c'est relatif. Et c'est là-dessus qu'on l'a critiqué, en fait. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a d'autres exemples de femmes libres penseuses et athées comme elle au Québec? La personne indique, j'ai l'impression qu'elle est pas mal unique. Les féministes québécoises étaient plutôt croyantes ou discrètes sur la religion, tandis que pour Eva Circé-Côté, c'était plutôt clair. En effet, celle qui s'en rapproche le plus, c'est probablement Idola Saint-Jean. Alors là, je vous réfère à la biographie de Michel Jean et Marie-Aline qui est sortie il y a une couple d'années. Mais très peu, j'en connais pas d'autres qui sont allés aussi loin et qui, à la fois, se sont fait connaître sur la place publique. Écoutez, on risquait beaucoup, hein? On risquait son travail, on risquait d'être ostracisé, donc il y avait peu d'hommes, il y avait sûrement d'autres femmes, elle avait des amis, tout ça, mais vraiment qui allaient aussi loin, très peu. Sait-on comment les femmes de son époque ont réagi à ses écrits? Aucune idée. Non, vraiment, c'est pas comme si les femmes avaient écrit des lettres à l'éditeur du journal pour se prononcer sur les écrits d'un homme. Parce que Julien Saint-Michel, Jean Bart, etc. Vous voyez? Donc, je sais qu'elle a eu des petits conflits, je ne sais pas, avec Marie-Claire Daveluy, qui était très catholique et qui travaillait avec elle à la bibliothèque municipale. Parce que c'était deux intellectuels, si vous voulez, mais Daveluy était, bon, comme je vous dis, très croyante et sur ses côtés, non. Mais des réactions à ses écrits, je ne peux pas vous en donner, il n'y en a pas. Il y en a de femmes, non. Vous dites qu'elle n'a jamais écrit dans les pages féminines. Est-ce qu'elle méprisait ces pages? Elle n'en a jamais parlé. Donc, je ne peux pas m'avancer. Voyez-vous, Gaëtane de Montreuil avait la page féminine dans la presse, oui. Madeleine était dans La Patrie, mais puis elle entretenait des rapports cordiaux avec ces femmes-là. Mais elle ne méprisait pas les autres femmes, mais elle tenait ses distances vraiment avec, par exemple, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste qui réunissait les féministes catholiques du Québec.
Alors, elle était présente à leur congrès de fondation, puis après, elle est plus retournée. Parce qu'ils se référaient souvent à la religion, ils avaient un aumônier, tout ça, donc ça, ils n'auraient pas accepté. Pouvez-vous nous parler de la pièce Anglomanie? Danaï ou moi? Danaï, Mais c'est ça tout ce qu'on connaît. Ben, vas-y. Oui, OK. L'anglomanie était une mode et ça a été récurrent dans l'histoire en France et ici. Au 19e siècle, il y a eu un courant où les gens aimaient ça parler british et s'habiller british. C'est aussi le cas dans les années 20. Et elle s'en prend. Alors, c'est censé être une comédie. C'est une comédie qui se moque des gens qui imitent justement la manière de parler, la manière de s'habiller, les codes sociaux des Anglais. Alors, je résume. Elle a reçu un prix pour cette pièce. On sait qu'elle a reçu un prix. Oui. Oui. La critique était bonne. Moyen. Moyen, oui. Ben, il y avait des amateurs parmi les acteurs. Alors, mais il y avait Germaine Giroux. Par rapport au jeu. Puis elle s'est défendue en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour répéter. Oui. Ah oui, c'est celle-là. Oui. Ça a été un fiasco, en fait. Mais il y avait Germaine Giroux. Oui, les sœurs Giroux jouaient dans ces pièces de théâtre. Ouais. Est-ce que dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a eu d'autres critiques pour ces autres pièces? Et si oui, quel était Oui, on couvrait toujours ces événements. Ils étaient courus. Et les critiques étaient bonnes? Oui. Oui. Elle a joué au His Majesty's, qui était le grand théâtre sur la Rubis. C'était pas dans des théâtres de poche puis dans des salles paroissiales, là, vraiment. Le Théâtre national canadien aussi. Le théâtre canadien. Oui. Aussi. Puis dans les soirées du bon vieux temps, on a lu quelquefois Le fumeur endiablé, qui a gagné un prix aussi. Rapidement, est-ce qu'elle a été incinérée comme son mari et est-elle enterrée dans le cimetière Mont-Royal? Non, j'ai retrouvé sa tombe. Elle est au cimetière, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le cimetière Bourgie ou le cimetière Saint-Laurent, mais c'est à Ville-Saint-Laurent, près de la rue de Savane. Enfin, dans ce coin-là, il y a un cimetière quand on va à Ville-Saint-Laurent et c'est là qu'elle est. Alors que son mari a été incinéré, mais elle l'a inhumé des années plus tard, 10 ans plus tard, au cimetière Mont-Royal. Et là aussi, j'ai trouvé l'endroit. Ouais. Mais il n'y a aucune plaque commémorative pour Eva Circé-Côté, du moins. Non. En fait, il n'y a pas grand-chose à Montréal, à part Rivière-des-Prairies. Qui porte son nom. Et il y a une école en Ontario, une école d'immersion française, aussi, qui a été nommée Eva Circé-Côté. Alors, on met notre plug, Danaï. On voudrait une bibliothèque qui s'appellerait Eva Circé-Côté. Oui. C'est une bonne idée. Oui. À votre avis, quelle est sa qualité la plus importante? Son courage, sa résilience. En fait, elle ne s'est pas laissée abattre, puis elle a eu des coups. Et dans sa vie personnelle aussi, bon, il y a eu la maladie de son mari, le scandale, tout ça, mais il y a eu aussi sa mère qui vivait avec elle. Elle n'a pas eu une vie facile personnellement, même si elle ne se plaint pas, ben, elle n'en parle pas beaucoup, sauf à Marcel Dugas, mais il y a une résilience et elle a combattu toute sa vie, en fait. Ouais. Que pouvez-vous nous dire du parcours de sa fille? Oh, oui. Alors, sa fille, qu'elle adorait, selon ses amis, j'ai vu des témoignages qu'elle adorait, a fait son cours de bibliothécaire. Et après, elle a ouvert un bureau de courtage. C'est la première femme qu'on appellerait aujourd'hui conseillère financière sur la rue Saint-Jacques. Et elle a terminé sa vie, dit-on, en Floride. Elle ne s'est jamais mariée, donc il n'y a pas de descendants. On n'en sait pas beaucoup plus.
sauf que, et je poursuis, même si je devrais peut-être m'arrêter, mais c'est elle et son amie, une amie, qui ont vidé l'appartement d'Eva sur ses côtés après son décès et ils ont jeté tous les papiers. J'aurais dû me taire, Anaïs. Ben, moi, je suis pas... C'est une version des faits, hein? C'est un témoignage. Alors, c'est quelqu'un qui a interviewé l'amie de sa fille. moi, j'ai des doutes. Parce qu'elle était quand même bibliothécaire, sa fille aussi, hein, comme elle. Donc, Oui, oui, moi, ça m'étonne qu'elle n'ait pas gardé quand même des documents précieux de sa mère. Mais on sait qu'il y avait un roman qui avait été écrit parce qu'elle avait fait des lectures publiques. Sur Laurent. On sait qu'elle avait un manuscrit sur les hommes politiques de son époque, en commençant avec Edward David et d'autres, qu'elle avait connus ou non. Et ça, on n'a aucune trace, si ce n'est qu'elle a fait des lectures. Elle ou sa fille, enfin, quelqu'un a fait des lectures. Ouais. Oui. Non, on ne peut pas le prouver, mais c'est quelqu'un, un professeur que j'ai rencontré qui avait interviewé justement la meilleure amie de sa fille, dont la mère était la meilleure amie d'Eva sur ses côtés. C'est tout ce qu'on sait. Mais peut-être qu'elle a exagéré. On n'a pas de preuves. Exactement. Elle a sûrement gardé des boîtes. Là. Et où sont-elles? On ne sait pas. Est-ce que, dans le fond, ça suit la question de tantôt sur les écrits. Est-ce que ces pièces de théâtre sont publiées, disponibles? Publiée, ben, on peut la trouver Maisonneuve en ligne, étant donné que je l'ai fait reproduire là, dans mon mémoire de maîtrise. En annexe, on va la trouver dactylographiée. Mais j'aimerais bien la faire publier et qu'elle soit bien sûr mise en scène. J'ai des idées en tête. Et enfin, voulais-tu rajouter? Non. Non, mais cette pièce, elle se trouvait, je l'ai faite venir d'Alberta. Elle était en Alberta. Dans mes recherches, là, je ne pouvais pas m'imaginer que je la retrouverais en Alberta. Mais par la suite, on a retrouvé une autre copie. Marie-Thérèse Lefebvre, la musicologue. Mais moi, j'ai Marie-Thérèse trouvé... Lefebvre avait... Dans les archives de... Est-ce que c'était du Devoir? Oui, dans la maison de Lionel Groux, oui, c'est ça. C'est ça. Dans la maison de Lionel Groux, il y avait les archives du Devoir et dans les archives du Devoir, il y avait la copie annotée où elle avait mis des notes dans la marge. Oui. Sûrement après que ça a été... On peut la trouver, celle-ci, aux archives. Avec la BNQ. Oui. C'est possible de la consulter. Merci, c'est super intéressant. Et enfin, pourriez-vous parler de vos livres sur elle, sachant qu'ils sont toujours disponibles? Quoi dire des deux livres? Il y a la biographie. Je vais vous donner une anecdote, mais on va terminer, le temps passe. Mais il y a eu 2 réimpressions. Et il faut vraiment regarder la dernière parce que quand j'ai publié le livre, je n'étais pas au courant du 2e scandale avec la cartomancienne, les séances de spiritisme. Je l'ai su par la suite. Alors, j'ai pu corriger plein de choses et ajouter ça. Ça a été traduit en anglais aussi. Et puis, il y a les chroniques qui vont avec. Et les 2 ont été publiés, bien sûr, aux éditions du Remue-Ménage. Non, j'allais parler de l'exposition parce que j'ai présenté à 3 reprises l'exposition « Lutter, c'est vivre ». Donc, j'espère pouvoir la faire circuler. Là, je devais la présenter cette année, justement pour souligner le 150e anniversaire de naissance d'Eva sur ses côtés. Mais bon, étant donné les circonstances, là, tout est reporté. Donc, voilà, c'est tout simplement pour vous dire qu'on va continuer d'en parler. Et si on peut faire d'autres lectures aussi. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence aujourd'hui. D'ailleurs, je vous précise que votre idée de nommer une bibliothèque était vraiment extrêmement populaire dans l'onglet Conversation. Ça a l'air d'avoir plu beaucoup à plusieurs personnes. Moi, je profite de ce silence pour inviter les gens qui ne sont pas encore abonnés à la page Eva sur ses côtés, la page Facebook, de le faire pour avoir... toutes les informations sur les nouveautés au sujet de notre chère Eva sur ses côtés. Alors, ça s'intitule « Eva sur ses côtés, libre penseuse montréalaise ». Merci beaucoup. Merci à André, merci à Danae et merci tout spécial aussi à Amélie pour tout le suivi technique qu'elle a fait. Et
Merci à tout le monde aussi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.